Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'un homme au service du roi et du royaume. La gloire des batailles sous Louis XIV se partage entre Turenne, Condé, Luxembourg. Celle des sièges est propre à Vauban. On ne place aucun nom dans ce genre aux côtés du sien. Nul siège sous Vauban sans un certain succès, et presque aucun siège sous Louis XIV sans Vauban. Le roi Soleil, à qui Vauban avait soumis tant de villes, voulut que son fils et petit-fils apprennent de Vauban l'art du siège. Partons ensemble découvrir le génie des fortifications. Né en 1633, 5 ans avant Louis XIV et mort en 1707, Vauban embrasse le grand siècle comme le roi Soleil, mais d'un regard bien différent. Tous deux furent de grands bâtisseurs, tous deux portèrent sur le monde de leur temps un regard large et empreint de réflexion. Tous deux eurent l'un pour l'autre une véritable estime. Mais la ressemblance s'arrête là, car né dans la petite noblesse bourguignonne, Vauban n'appartient jamais au cercle étroit des décideurs de l'État royal. Sans être dénué d'ambition, il restera toute sa vie un serviteur, ce qui lui permet de conserver une liberté de ton autant que de mouvement, et de s'adonner jusqu'à la fin de ses jours à ses passions, le siège et la fortification, mais aussi à 1000 autres sujets de curiosité. Grâce à cette liberté, Vauban brille d'un éclat particulier dans la galaxie royale, comme un satellite qui ne serait pas entièrement absorbé par la lumière du soleil. Son nom, plus de 3 siècles après sa mort, est encore présent dans les mémoires historiques. Comment le gentilhomme de Morvan a-t-il atteint cette gloire ? Sébastien le preste de Vauban est d'abord un fils de la Fronde, qui a habilement su profiter de cette période agitée pour percer et trouver des protecteurs. À l'âge de 18 ans en 1651, Vauban, après une enfance et une adolescence dont on sait peu de choses, est cadet dans le régiment d'infanterie du prince de Condé, le vainqueur de Rocroi, qui est aussi gouverneur de Bourgogne. Ce choix de la carrière des armes est symptomatique d'une noblesse moyenne, peu argentée et qui cherche de la pointe de l'épée à gagner ou regagner prestige et fortune. Dès ses premiers mois, sous l'uniforme, Vauban fait valoir son goût pour la fortification. Il sert notamment en 1652 au siège de Sainte-Menehould, tenu par les troupes fidèles au roi. L'année suivante, cependant, Vauban quitte le parti des princes et fait allégeance, comme beaucoup d'autres, aux troupes royales. L'époque est riche de ces alternances de fidélité. Et sans doute le jeune homme a-t-il compris que le parti des princes rebelles n'avait guère d'avenir. Placé auprès du chevalier de Clerville, ingénieur réputé, Vauban profite de ces années confuses où les sièges succèdent aux sièges pour perfectionner sa science. Il obtient en mai 1655 un brevet d'ingénieur ordinaire. Juste avant la paix des Pyrénées, il conduit ses premiers sièges contre les Espagnols à Gravelines, Audenarde ou Ypres en 1658. À la paix, Vauban reste au service, choisissant ainsi définitivement la carrière des armes. Il est alors employé dans des travaux de fortification qui complètent sa pratique. Son ascension reprend avec la guerre de Dévolution, lorsque les Français prennent Lille en 1667. Il s'agit de construire au plus vite une nouvelle citadelle. Vauban ose présenter un plan différent de celui de son protecteur, le chevalier de Clerville, et obtient la faveur du marquis de Louvois. Le tout jeune ministre de la guerre est alors en pleine ascension et constitue autour de lui, dans le sillage de son père, un clan qui rivalise avec celui de Colbert. En se rapprochant des Le Tellier, Vauban choisit son camp et en est récompensé. Le 20 juin 1668, il est nommé gouverneur de la citadelle de Lille, alors en plein travaux. Dans la foulée, Louvois lui annonce qu'il sera consulté sur tous les projets de fortification relevant du département de la guerre. La guerre de Hollande, qui ébranle de nouveau l'Europe entre 1672 et 1678, confirme et renforce la réputation de Vauban. Sur les 50 sièges que mène l'armée française en 6 ans, Vauban participe à une quinzaine, mais qui porte sur les places principales. Le roi fait ainsi appel à lui en juin 1673 pour conduire le siège de Maastricht, place forte réputée sur la Meuse. La ville est prise en 13 jours, ce qui suscite l'épouvante dans tout le Saint-Empire, selon les mots de Racine, et vaut à l'ingénieur une récompense exceptionnelle de 80 000 livres.
Les années qui suivent sont fastes. Après les sièges de Besançon en 1674, d'Aire en 1676, de Valenciennes en 1677, de Gand en 1678, Vauban est bientôt qualifié de meilleur ingénieur de son temps. Brigadier d'infanterie en 1674, maréchal de camp en 1676. Il succède en 1678 à Clerville, tout juste décédé, en tant que commissaire général des fortifications. Cette fonction spécifique qui donne à son titulaire non pas rang de ministre, mais une place à part dans la hiérarchie militaire, sanctionne le talent de Vauban. Elle lui permet aussi, dans une certaine mesure, de s'affranchir de la contrainte des clans, au point que Colbert et Signolet n'hésitent pas à faire appel à ses conseils pour les fortifications côtières, qui relèvent du département de la marine. À la faveur des années de paix fragiles qui précèdent la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les chantiers se multiplient et permettent à Vauban de réaliser son ambition d'un système de fortification formé d'un réseau complémentaire de places. Vauban en effet s'affirme très tôt comme un théoricien autant qu'un bâtisseur. La célèbre lettre qu'il écrit à Louvois dans laquelle il déplore les enclaves frontalières et prône l'établissement d'un précaré date du début des années 1673. Le traité de Nimègue, qui donne à la France une frontière septentrionale plus régulière, lui donne satisfaction. Dans un long mémoire de 1678, il propose pour cette frontière 2 lignes de 13 places fortes chacune, se soutenant mutuellement et assurant la protection des voies de passage terrestres et maritimes. Vauban suggère en même temps de désarmer et de raser les places situées hors de ces lignes, répondant ainsi à ceux qui lui reprochent ses dépenses excessives. En effet, la position toujours plus en vue du commissaire général ne lui épargne pas les critiques. Aux dépenses prodigieuses qu'il provoque s'ajoutent les inévitables querelles de préséance. Vauban se fâche lorsque l'un de ses ingénieurs sous ses ordres se permet de solliciter directement le ministre, et Louvois n'apprécie guère que des avis soient pris auprès de Vauban sans qu'il en soit informé. Je ne puis vous sceller, écrit-il à Mesrény, directeur des fortifications de Flandre en 1684, que je ne m'accommode point que l'on consulte personne lorsque je demande quelque chose pour le service du roi, d'autant plus que M. de Vauban était ici. Je le ferais bien moi-même si je jugeais à propos d'avoir son avis. Ces querelles sont parfois d'autant plus vives que Vauban a rapidement pris l'habitude de la liberté de ton et s'aventurer sur des terrains qui ne sont pas les siens. Il donne volontiers son avis sur la stratégie des armées françaises, mais aussi sur des mesures toutes civiles. Ainsi, il ose, en 1690, soumettre à Louvois un mémoire sur le rappel des Huguenots, dans lequel il recommande le retour au régime de l'édit de Nantes. Lorsque la guerre reprend en 1688, Vauban obtient le grade de lieutenant général. Il s'illustre encore dans de grands sièges, celui de Philippsbourg en présence du grand dauphin, ou celui de Mons, qui fait tomber la ville en moins de 2 semaines entre le 24 mars et le 8 avril 1691. La mort de Louvois, le 16 juillet 1691, marque cependant une étape importante. Vauban perd à la fois un protecteur et un maître pour lequel il nourrissait, malgré des tensions, une forte estime. Modifiant quelque peu le contenu des portefeuilles ministériels, Louis XIV crée alors un département des fortifications qu'il confie non pas à Vauban, mais à un administrateur qualifié par Saint-Simon de tiercelet et de ministre. Michel Le Pelletier de Souzy, ancien intendant en Flandre. Entre les deux hommes, les relations auraient pu être détestables, et Vauban ne manque pas, dans les premiers temps, de rallier l'incompétence du nouveau venu. Celui-ci, grand travailleur, et sans doute plus souple que Louvois, ne manque cependant pas de finesse. Au prix de patient travail, de diplomatie, il réussit à amadouer l'ingénieur, et tout en s'affirmant comme son chef, à lui laisser l'autorité morale et technique qu'il a acquise. Souzy profite en outre indirectement du caractère difficile du marquis de Barbezieux, fils et successeur de Louvois au département de la guerre, qui ne parvient pas à entretenir avec Vauban le lien qu'il avait noué avec son père. Tout au long des années de guerre, Vauban alterne siège. Namur en 1692, Charleroi en 1693. Commandement militaire, il commande en Basse-Bretagne en 1694 et 1695 et repousse des descentes anglaises.
et travaux de conception de places ou d'ouvrages fortifiés. Grand croix de l'ordre de Saint-Louis qui récompense le mérite sans égard à la naissance. En 1693, il voit avec tristesse la France perdre la plupart de ses conquêtes à la paix de Ryswick en 1697. C'est en 1698 que pour remplacer Brissac, rasé après la paix, Vauban conçoit l'un de ses chefs-d'œuvre, la ville de Neuf-Brissac, sur la rive gauche du Rhin, destinée à prévenir une attaque des impériaux. Vauban n'en est pas à sa première construction ex nihilo. Depuis 1679, il est à l'origine de 8 villes nouvelles, sur différentes frontières. Mont-Louis en Cerdagne, Longwy, Phalsbourg, Sarrelouis, Unwig sur la frontière de l'Est, Fort-Louis sur le Rhin, non loin de Strasbourg, Mont-Royal en aval de Trèves, et enfin Mont-Dauphin dans les Alpes, pour empêcher une incursion du duc de Savoie. Théoricien pragmatique, Vauban a adapté dans chacune de ces villes les formes au relief. À Neuf-Brissac, en revanche, le terrain plat lui laisse le loisir de concevoir un octogone parfait, qui protège une ville d'une absolue régularité. Dessiné sur un plan octogonal autour d'une place d'armes qui réunit les bâtiments principaux, église, siège des autorités civiles et militaires, la ville est scandée dans des rues principales menant à 4 portes, dont le dessin élégant est emprunté à Jules Hardouin-Mansart. Les constructions des quartiers d'habitation au cœur de la cité sont prévues pour remplir un cahier des charges qu'il rédige lui-même, tandis que les bâtiments militaires, casernes ou magasins sont à la périphérie, près des remparts. Vauban n'est pas un partisan d'une architecture savante ou esthétique. Quoique sensible à la beauté des formes et des lignes, il met en avant des principes de simplicité et surtout de conformité des bâtiments à leur usage. Si les portes d'une ville sont décorées, c'est qu'elles marquent aux yeux de tous les visiteurs la puissance du roi de France. En revanche, casernes ou magasins fourrages doivent refléter leur caractère utilitaire par la simplicité de leur ornementation. Signe de ce détachement relatif vis-à-vis des constructions prestigieuses de son temps, Vauban se refuse à mettre au goût du jour sa résidence de Bazoches, achetée en 1679, et lui conserve son aspect médiéval. La guerre de succession d'Espagne, à partir de 1701, consacre le prestige de Vauban dans l'appareil de l'État, mais marque aussi la diminution progressive de son influence. Reçu à l'Académie des sciences en 1699, ami du nouveau secrétaire d'État de la guerre Michel Chamillard, Vauban est fréquemment convié à Marly. En 1703, il reçoit la dignité de maréchal de France, et 2 ans plus tard, en 1705, le cordon bleu du Saint-Esprit. Le roi, avec qui il correspond directement depuis la mort de Louvois, apprécie toujours son franc-parler et l'encourage à la franchise, sans pour autant lui laisser d'illusions. Continuez à m'écrire ce qui vous passe par la tête, lui écrit-il en 1693. Et ne vous rebutez pas, quoique je ne fasse pas toujours ce que vous me proposez. De fait, Vauban appartient désormais au cercle des vieux conseillers, écouté sans toujours être suivi, mais toujours respecté par Louis XIV. Sur le champ de bataille, en revanche, son activité diminue. Vauban n'est appelé à participer qu'au siège de Brissac en 1703 et s'aperçoit peu à peu que les campagnes suivantes s'organisent sans lui. Il en conçoit d'abord quelques amertumes et s'en plaint à Chamillard avant de se résigner. Âgé de plus de 70 ans, il s'avoue désormais vieux et incommodé. Comme un lot de consolation, il reçoit encore en juin 1706 un commandement en Flandre maritime. Mais tombé malade, il meurt à Paris quelques mois plus tard, le 30 mars 1707. Selon Dangeau, le vieux roi, apprenant la nouvelle, s'exclamera « Je perds un homme fort, affectionné à ma personne et à l'État ». Quel bilan Vauban laisse-t-il à sa mort qui justifie que sa renommée ait perduré, toujours vivace, jusqu'à nos jours? C'est d'abord un bilan de polyurcète et de bâtisseur, concepteur infatigable. Vauban a laissé dans les archives militaires des mémoires sur plus de 180 places fortes, en France ou aux frontières. Il est intervenu tout au long de sa carrière sur des centaines de chantiers, le plus souvent en adaptant ou en modifiant ou en modernisant des constructions existantes. La France lui doit ainsi une ceinture de fer, de fortification qui répondait aux critères de la guerre moderne et contribuait à limiter, sinon à éviter au moins jusqu'au XIXe siècle les invasions du royaume.
Dans cette œuvre bâtie, l'apport de Vauban réside peu dans des inventions. La fortification bastonnée existe avant lui. Des traités de fortification rédigés au XVIe ou au XVIIe siècle circulent dans toute l'Europe. Et Vauban lui-même n'en a pas écrit. Son génie est avant tout celui d'un adaptateur, qui sait faire correspondre les formes au terrain et trouver pour chaque place l'agencement d'éléments fortifiés. Bastions, ouvrages à cornes, redoutes, demi-lunes, tours, qui les rendront inexpugnables. C'est pourquoi la division classique en 3 systèmes successifs de l'œuvre de Vauban doit être relativisée. Si l'on constate en effet des évolutions dans les réalisations de l'ingénieur, passage d'une enceinte simple à une enceinte doublée, brisure de courtine pour en faciliter le flanquement, le pragmatisme l'emporte toujours. Le bilan du Polyur 7 est également impressionnant et a marqué les contemporains, au point que Vauban était réputé capable de faire tomber n'importe quelle place fortifiée. Contre les tenants de la guerre en race campagne, Vauban est un fervent défenseur de la guerre de siège, soulignant qu'elle est économe en vie humaine et n'expose pas la fortune du royaume au hasard d'une bataille. Dès la fin de la guerre de dévolution, où Vauban s'est illustré au siège de Lille en 1667, Louvois lui demande la rédaction d'un mémoire sur la conduite des sièges, que l'ingénieur achève en 1672. En détaillant avec minutie toutes les étapes d'un siège, il y donne libre cours à son goût de l'analyse. 30 ans plus tard, en 1703, Louis XIV le sollicite à nouveau pour la rédaction d'un traité à l'usage du duc de Bourgogne, qui aboutit à un gros ouvrage illustré de plus de 600 pages, les traités de siège et de l'attaque des places, 1704. Outre le précepte technique, Vauban y défend ses théories sur la répartition des rôles et des fonctions dans une armée de siège. Il insiste sur la nécessité de laisser aux ingénieurs le temps de travailler et recommande d'éviter aussi bien des attaques prématurées coûteuses en hommes que des bombardements d'artillerie à trop longue distance qui ne feraient que gaspiller poudre et projectiles. Vauban répond aux critiques qui, dès son vivant, lui reprochent des méthodes trop lentes et trop complexes, quand des attaques de vive force peuvent, en un temps bien moindre, produire un résultat identique. Les grands sièges, avec l'appareil qu'ils nécessitent, répondent en effet à une conception de la guerre qui prend autant en compte l'objectif à atteindre que la mise en valeur de l'assiégeant et de son armée. Voilà pourquoi sans doute Louis XIV les apprécie tant et sait gré à Vauban de la garantie de succès sur les 2 plans qui signifient sa présence. Esprit vaste et spéculatif, Vauban ne borne pas ses réflexions au domaine du siège et de la fortification. Passionné par les idées, calculant et imaginant sans cesse, il rédige tout au long de sa vie des mémoires, dans lesquels il arborde une question ou décrit un problème et propose toutes sortes de solutions. Les sujets choisis sont techniques, mais aussi humains, économiques, stratégiques, financiers. À l'étude de la culture des forêts succède celle du peuplement des colonies d'Amérique, de la production porcine, de la navigation des rivières, du développement de la ville de Paris. La liste est longue et contribue bien sûr à la notoriété de Vauban. En réalité, son exemple sur ce point n'est pas unique, et d'autres grands hommes de son siècle ont arboré dans leurs écrits des domaines variés de la connaissance. On note aussi que la manie du calcul et du dénombrement dont fait preuve Vauban reflète une caractéristique de son siècle. Colbert a lancé dès 1664 des enquêtes auprès des intendants et le contrôleur général des finances, Pontchartrain, leur a demandé en 1697 les fameux mémoires destinés à l'instruction du duc de Bourgogne qui dresse un état précis de chaque généralité. Il n'est pas non plus étonnant que Vauban se soit penché sur le système de la fiscalité, les guerres à outrance, les crises de subsistance, comme celle que connut le royaume en 1693-1694, avaient depuis longtemps fait prendre conscience de la nécessité d'une fiscalité plus juste et plus efficace. Le projet de dîme royale, fondé sur une taxation égale de tous les biens pouvant produire le revenu et soumis au roi en 1700, fut regardé avec intérêt et même expérimenté dans quelques paroisses de Normandie. Les résultats cependant ne furent guère concluants, et c'est la raison pour laquelle le pouvoir royal s'oppose à la diffusion du livre qui fut tiré en 1707, jugeant inutile de promouvoir en pleine guerre un projet qui ne pouvait en rien améliorer les finances du royaume de France. De fait, la pensée de Vauban ne se veut pas subversive. Si l'ingénieur, dans les dernières années de sa vie, critique plusieurs aspects de la politique de Louis XIV,
comme le font au même moment des courtisans bien plus proches du pouvoir, tels que Fénelon ou le duc de Chevreuse. Les critiques vaubauniennes ne visent pas, comme celle de ses auteurs, la préparation du règne suivant. Elles participent seulement à une réflexion d'ensemble sur l'amélioration du sort des sociétés humaines et témoignent de la hauteur de vue de son auteur, bien plus que d'intrigues dynastiques. Comme on l'a vu, Sébastien Leprest de Vauban, plus connu comme Vauban, cet ingénieur militaire s'est illustré sous le règne de Louis XIV, en consacrant sa vie à ses travaux de fortification reconnaissables entre tous et encore visibles de nos jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.